Bonjour, je m'appelle Lionel Jadot, je suis designer, autodidacte, créateur, architecte d'intérieur, enfin plein de choses. Moi, dans mon histoire, je suis né dans un atelier familial où on produit des sièges sur mesure depuis 6 générations. J'ai fabriqué mon premier tabouret à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Et donc ce tabouret, il a été réalisé avec les éléments que j'ai récupérés dans l'atelier, un morceau de velours, j'ai appris le garnissage, donc je l'ai fait vraiment très tôt dans l'atelier. Donc quelque part, le process de produire un objet utile est arrivé très tôt dans ma vie. Et très tôt, en fait, finalement, je l'ai aussi détourné pour que ce soit aussi très proche du functional art. Donc c'est clair que j'ai eu cette approche, en fait, au plus loin je réfléchis, ça a toujours fait partie de moi. Même si, à un moment donné, j'ai dû commencer à travailler pour des clients, faire des choses un peu plus normées. Malgré tout, j'avais toujours une partie de mon cerveau qui pensait à des choses disruptives. Donc j'étais à la fois sur les deux tableaux. Mon approche, finalement, elle est très instinctive, elle est assez libre. Je m'autorise beaucoup de choses. Mais je crois que ça vient aussi du fait de mon enfance où très jeune, j'ai pu construire mes jouets en utilisant des matériaux de récupération de l'atelier. J'ai touché des pieds Louis XV, des pieds Louis XVI, j'ai touché des moulures, j'ai des parents qui m'ont aussi éduqué à regarder les choses, à toucher les choses. Donc moi j'ai eu quelque part cette liberté dans la création, dans l'utilisation des matériaux, et c'est quelque chose qui m'a poursuivi sans arrêt, puisque après, vu que j'habitais au-dessus de l'atelier, j'avais besoin d'une table, d'une chaise, je descendais dans l'atelier, je la faisais. Donc c'était quelque part très fort dans l'action-réaction, très fort dans la manière dont j'ai aiguisé mon regard sur tout ce qui était les chutes, les restants, le respect de la matière aussi forcément, puisque ça fait partie clairement inhérente de mon ADN et de l'ADN de ma famille, on prend une planche d'un arbre, on doit le respecter, on doit voir comment on peut l'optimiser au mieux, et forcément tout ce qui tombe de là, pour moi, c'était de l'or, donc j'essaie de le transformer. Et la même chose aussi avec tout ce qui tourne autour d'autres matériaux que j'ai découvert par la suite. L'approche du design, elle est forcément venue très très vite, puisque j'ai fait en humanité une partie d'études artistiques aux Beaux-Arts, où j'ai appris la peinture, la sculpture, le dessin. J'ai aussi piloté cet atelier au décès de ma mère, donc j'ai piloté cet atelier pendant presque 10 ans. Donc j'ai été en contact avec pas mal d'architectes d'intérieur qui venaient en fait finalement produire des pièces sur mesure dans cet atelier, puisqu'on faisait des pièces sur mesure, c'était du tout de gamme sur mesure. Et à 18 ans, je me suis retrouvé à piloter cet atelier très vite, donc très vite être dans le vif du sujet, de devoir acheter de la matière première, du tissu, du bois, commander du duvet, du crin de cheval, etc. Et pour commencer à produire des pièces, soit pour des clients ou soit pour nous qu'on exposait. Donc très vite, la contrainte de comment passer d'un dessin et d'une idée à la réalisation en passant par la discussion avec les artisans, comment le faire, etc. Parce que je devais apprendre énormément de choses, puisque de nouveau, je tombais dans un bain que je connaissais, mais sans connaître tous les détails. Donc c'est aussi l'approche de l'écoute, je pense, de l'écoute de ceux qui savent et d'essayer d'intégrer toutes ces discussions pour arriver à mener le chemin créatif, de garder le fil rouge de l'idée de base en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris très très tôt. Alors, Zaventem Atelier, je pense que c'est quelque chose qui, secrètement, devait dormir en moi depuis que j'ai quitté l'atelier familial. Et en fait, je cherchais à la base un espace pour faire nos ateliers et dépôts, avoir un espace pour être tous ensemble et rassembler un peu tout ce que j'avais. Et je suis tombé sur les bâtiments de Zaventem Atelier vraiment par hasard. J'ai un peu une qualité qui est peut-être un défaut, c'est que je crois fermement en mes rêves et je suis persuadé que je vais y arriver. Le projet, il est né d'un peu cette idée un peu folle et j'ai ressenti en visitant le lieu qu'il pouvait se passer quelque chose dans ce lieu. J'ai tout de suite, en fait, ressenti l'énergie que ce lieu pouvait donner. Et effectivement, il a une énergie assez forte. Et quand on y entre, on se rend compte que les lumières, la matière, la matérialité des murs, la manière dont on peut circuler dans le bâtiment, il se passe quelque chose. Très vite, l'idée a germé de ce concept de hub créatif qui allait rassembler en fait énormément de métiers de la création, mais et de finalement apporter quelque chose qui n'existait pas, puisque l'idée était de créer un lieu curaté. C'était pas simplement un lieu ouvert à tous, c'était un lieu qu'on allait vraiment curater, c'est-à-dire prendre le temps de sélectionner les bonnes personnes qu'on pouvait mettre à l'intérieur du lieu pour pouvoir créer en fait une architecture assez forte en termes de collaboration, en termes de communauté. Et on a créé en fait petit à petit une famille assez soudée, assez forte, avec forcément plein de choses qui se passent à l'intérieur, puisque à partir du moment où on met 35 égos dans un même toit, il se passe des choses. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que les collaborations sont intéressantes, il y a beaucoup de discussions, de remises en question. Et donc le projet, en fait, il est né un peu comme ça. Et quand j'y réfléchis, je pense que j'ai inconsciemment voulu recréer l'atmosphère, on va dire,
à la fois olfactive, sonore et sensitive des ateliers de mon enfance. D'une manière tout à fait différente forcément, d'une manière plus ouverte, plus libre, plus horizontale et avec un autre but finalement. Mais la base était quelque part ça aussi. Quand on a fait le projet comme le Mix, on a avec mon équipe créé toute l'architecture du projet, donc toute l'architecture intérieure, et on a défini les moodboards, les matériaux, les ambiances, les lots techniques, etc. Donc on a vraiment tout structuré. Et on a laissé des cases blanches, qui étaient principalement des cases liées au mobilier, des cases liées aux luminaires, des cases liées aux rideaux, des genres de choses comme ça. Et on a fait un grand meeting avec tous Aventem Atelier. On a dit voilà, ça c'est le projet, ça c'est vers où on va. Qui a envie de participer et qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce projet? Et donc j'ai vraiment laissé les choses assez ouvertes sur table et chacun est venu prendre, en fait, dire moi j'ai envie de m'occuper de ça, moi j'ai envie de m'occuper de ceci, moi j'ai envie de faire ça. Et donc pour les autres qu'on a intégrés, c'était la même chose puisqu'on a sélectionné et curaté 27 autres designers dont on aimait le travail, et on a demandé quasiment la même chose aussi. On a dit, voilà, on pense à toi pour ceci, mais qu'est-ce que toi tu penses? Parce que je voulais laisser énormément de liberté, je voulais laisser la même liberté que nous, on a eu la chance d'avoir de nos clients. Donc nous, on a participé au concours, on a gagné le concours pour participer à ce mix. Mais ensuite, il y a eu effectivement beaucoup de liberté dans le projet, puisque le projet tel que je l'ai présenté lors du concours, c'était ça, c'était créer une atmosphère assez particulière dans laquelle on allait intégrer beaucoup de créateurs. Et donc, ce vent de liberté, j'ai continué à le faire souffler sur les collaborations qu'on a faites. Cette harmonie, je pense qu'elle vient d'un concept qu'on a créé avec un des designers qui s'appelle Pierre Codens. On a créé un concept qui s'appelle le Realistic Circle, dans le sens où on intègre tous ces créateurs avec nous dans le projet, mais on ne veut à la fois pas d'ingérence artistique, mais pas d'ingérence financière. Le projet, il est extrêmement horizontal et honnête, dans le sens où chaque atelier a collaboré pour le projet à son prix d'atelier en direct avec le client. Donc c'est clair que quand on génère une énergie pareille avec 52 créateurs pour imaginer qu'on a un budget, qui est une enveloppe fermée du client, qu'on doit dépenser et qu'on essaie d'intégrer tout le monde pour que ça puisse passer et que tout est très transparent, ça crée une communauté assez soudée parce que tout le monde est aligné de la même manière. En fait, on est tous face à ce budget et on doit essayer d'arriver à ce que tout passe dedans. Et c'est clair qu'on a eu des discussions avec certains, on a dit voilà, carte sur table, le budget il est là, on doit arriver à faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ton projet passe dedans? Parce que l'idée c'était surtout ça, c'était pas de venir gréver les prix de chacun de commission, de galerie ou de quoi que ce soit pour pouvoir briser ce plafond de verre qui pourrait parfois empêcher certains studios de passer ce genre de cap, puisque l'idée c'était de faire un projet uniquement réalisé avec du collectible design. Pour moi, intégrer le design, l'art et l'artisanat dans un projet hôtelier, c'est extrêmement important. Et je dois dire que j'ai réussi à convaincre mes clients avec qui on l'a déjà fait, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je les pousse à investir dans une énergie locale. D'abord parce que l'idée c'est de travailler avec tous ces créateurs locaux pour pouvoir investir dans leurs connaissances, investir dans leur savoir et investir aussi dans leurs outils de création. Et ce qui veut dire que avec le concept du Realistic Circle, chaque atelier est libre de travailler, de produire localement et de venir livrer en fait le projet hôtelier qui se trouve à 50 km de son atelier. Et donc ça, au niveau écologique, au niveau rentabilité pour l'atelier lui-même, il y a énormément de choses intéressantes à raconter par rapport au projet. Deuxièmement, le fait de créer un projet construit de cette base-là, ça devient un outil de communication assez étonnant puisque on fait des projets qui sont quasiment aménagés uniquement avec des créateurs, donc rien ne vient d'un catalogue, tout est des fabrications très spécifiques, en collectible design ou en functional art, ça dépend des projets. Mais l'idée est vraiment d'arriver à montrer quelque chose d'assez fort au niveau des connaissances et de la création. Donc ce qui en fait sur le projet finalement une image avec une identité extrêmement forte et extrêmement honnête et avec des valeurs qui sont justement les valeurs que je défends depuis le début, qui sont les valeurs justement de quelque part la mise en avant de ces jeunes créateurs à tous les niveaux. Donc, et c'est ça qu'on veut vraiment apporter dans le projet, c'est d'arriver à ce que ce projet, ces projets hôteliers deviennent une ambassade locale de la création. Le challenge en termes de productivité, de rentabilité est d'arriver à rester dans une vision créative légère, artisanale et la frontière avec la production de masse, il y a facilement moyen de la trouver en fait finalement. Et l'idée c'est de ne pas en faire des millions. Sur un projet, on peut faire 300-400 pièces, on peut faire 250 pièces, et c'est chaque fois des missions en fait. Moi, je vois ça comme des missions où forcément l'atelier, le créateur, l'artisan se focalise sur comment arriver à produire de manière cohérente quelque chose qui puisse répondre à la fois à sa pratique,
qui puisse répondre à une certaine économie, qui puisse rester dans un certain budget et qui puisse aussi tenir un délai cohérent. Mais à partir du moment où on intègre tout ça dès le début dans le projet, il y a moyen de passer ces barrières assez facilement et de nouveau sans passer dans une production à outrance parce qu'elle va être limitée pour un projet. C'est pas dit qu'on va pouvoir refaire ça sur un autre projet à l'identique. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'ateliers qui doivent, par rapport à leur pratique, arriver à avoir une vision de couteau suisse pour pouvoir arriver à modéliser leur atelier en fonction des demandes et d'arriver à garder la même philosophie de pratique et de créativité, mais pouvoir s'adapter par rapport aux choses. Pour le client, à l'arrivée, c'est qu'il a investi dans un créateur et qu'avec le temps, ce créateur peut prendre de la valeur. Et donc, il y a aussi une collection qui se crée dans le projet. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt qui vient par la suite pour celui qui investit là-dedans, c'est qu'il se confectionne une collection. Et ça fait partie aussi de la philosophie qu'on poursuit, c'est que ce qu'on produit dans ce genre de projet ne doit absolument pas être jetable. Ça doit être renouvelable, réutilisable et continuer plutôt à monter en valeur avec le temps. Alors le projet de Lisbonne, c'était une aventure assez particulière puisque le groupe hôtelier qui nous a contactés pour ce projet-là a déjà à la base une philosophie très très ancrée dans le renouvelable. Donc eux, leur idée, c'est vraiment de mettre sur le marché des hôtels qui sont à 100% green. Alors il y a un petit côté, le problème avec ça, c'est qu'il y a un côté greenwashing dans l'état d'esprit des gens, mais eux le font vraiment extrêmement bien. Ils font des hôtels extrêmement bien isolés, quasiment autosuffisants, donc ils réfléchissent à tous les détails techniques. On a eu des collaborations avec des architectes extrêmement pointus, ils sont le bureau A2M par exemple, avec qui on a collaboré là-bas, qui poussent les détails très 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 loin pour justement créer une enveloppe technique extrêmement réaliste en termes d'économie d'énergie. Et donc, nous, quand on s'est inscrit dans le projet, l'idée était d'apporter un concept de transformation future du projet, dans le sens où on a forcément collaboré avec énormément d'acteurs et de créateurs locaux. On a intégré beaucoup de matériaux de récupération dans le projet, locaux aussi, je vais y revenir. Et surtout, l'idée était de construire un maximum de choses démontables. Dans l'idée où on s'est projeté dans 20 ans ou 30 ans, on s'est dit, bah voilà, l'hôtel va se transformer en autre chose. On va devoir récupérer ces matériaux, comment les installer pour pouvoir les démonter facilement après et en refaire autre chose. Et donc ça a été les moteurs de recherche par rapport à notre projet. Et aussi, comme on était à Lisbonne, on était dans un bâtiment de bureau face au Tage, bâtiment de bureau des années 50. On était dans une enveloppe assez simple, en fait, construite de pilastres en béton. On a travaillé avec énormément de matériaux. Il y a une belle histoire, par exemple, sur la construction des lits, où on a appris qu'il y a la forêt de Libra, qui est pas loin de Lisbonne, qui avait brûlé. Et donc cette forêt était composée en grande partie de résineux, de platanes. Et le bois était vendu vraiment comme bois à brûler, parce qu'il débitait les troncs qui étaient abîmés. Et c'était un gros drame écologique et aussi émotionnellement pour les Lisboètes, ils étaient très attachés à cette forêt. Et donc on a décidé d'acheter en fait ces arbres et de faire toute la literie, tous les lits, les construire avec ces troncs. Donc on a acheté presque 300 arbres, et donc avec lesquels on a défini des formes de poutres en bois, vraiment comme la poutre en I, qu'on a sorti de ces arbres, et on a construit tous les lits avec ça. Mais on les a construits de manière assez particulière, parce qu'on a déterminé des poutres d'une taille qui pouvait être utilisée dans la construction après, par la suite, si on voulait l'utiliser comme poutre de soutien. Et donc on les a toutes numérotées. Toutes ces poutres sont assemblées sur les structures de lit démontables, avec tous des éléments de cornière en métal qui peuvent être utilisés aussi par la suite. Mais avec les lits aussi, on peut construire d'autres choses. On peut construire une maison, une cabane. On a même imaginé qu'on pouvait construire un immense robot sculpture avec tous les éléments, parce que tout peut s'assembler. Donc on a créé un énorme jeu de construction avec lequel nous, on a décidé de faire les lits aujourd'hui, mais demain, on pourra faire autre chose. Et donc ça, c'est un peu, en résumé, le process qu'on a utilisé pour quasiment pas mal d'éléments du projet. Alors le réemploi, c'est vraiment quelque chose dans lequel moi je suis tombé depuis tout petit, comme j'expliquais. C'est clair que ça fait partie de ma vision, et c'est presque... oui, c'est plus qu'instinctif, c'est vraiment atavique. Dans le réemploi, on parle de gisement, donc on essaie d'être attentif à tous ces stocks qui dorment à l'arrière d'un atelier, dans les caves d'un atelier, dans une cour de carrière. Donc il y a énormément de matériaux qui sont là et qui sont dormants. Par exemple, dans le projet, on a utilisé pas mal de chutes de marbre, de croûtes en fait de marbre, qui viennent d'une carrière de 3-4 carrières autour de Lisbonne. Quand on coupe un bloc de marbre, on vient vraiment comme quand on a un pain, on vient couper les croûtes.
les croûtes tombent sur le côté, elles restent là, et puis on utilise l'intérieur du bloc. C'est un peu la même chose qu'on a fait, on a utilisé, nous, toutes les croûtes pour faire des tablettes, pour faire plein de choses. Et alors, pousser un client à le faire, hôtelier, dans ce cas-ci, sur le jam, c'était facile, puisque eux avaient cet état d'esprit. Et aussi, après, il y a tout un storytelling qu'on doit raconter pour que le client de l'hôtel comprenne ce qu'on a fait. Et qu'on puisse tracer en fait les choses. En fait, je pense que dans l'architecture d'intérieur, il y a, de manière générale, on est à un tournant où pour moi, on doit essayer de réutiliser les gisements de bâtiments qui sont vides et voir comment ensuite on peut les rénover en intégrant aussi toute une partie de gisements qui sont autour pour les réintégrer dedans. Donc l'idée est d'arriver à un calcul assez simple de se dire, OK, il y a un bâtiment qui a déjà été construit, il a déjà généré beaucoup d'énergie pour le construire, mais c'était il y a peut-être 30, 40, 50, 100 ans. Ensuite, on va réintégrer dans ce bâtiment tout d'autres gisements de matériaux qui sont là, qui dorment, qui ont déjà été produits. Donc c'est essayer de faire avec ce qu'on a, de manière plus large, de comment on peut réintégrer tout ça dans un lieu pour, à la fin, générer une addition relativement équilibrée en termes de dépenses de matériaux, dépenses de transport, de toute cette énergie grise qui fait partie d'un chantier, et d'essayer de minimiser et surtout de rien lâcher. Alors le grand combat là-dedans, c'est de ne pas succomber à la facilité. Actuellement, il y a beaucoup de créateurs, de fournisseurs sur le marché qui apparaissent de plus en plus et qui sont là et qui proposent des solutions justement dédiées à cette vision de la récupération. Donc je pense qu'on est dans une ère maintenant où depuis 4-5 ans, beaucoup de gens dans la création et dans la production sont attentifs à ça et veulent mettre de manière, on va dire presque industrielle sur le marché des projets de cet ordre-là. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 20 ans. Mon processus créatif en termes de design, il est forcément lié à l'objet que je trouve, à la matière que je trouve. Et généralement, j'essaye de ne jamais acheter de matériaux neufs, ou très 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 peu. Dans le sens où j'essaie de partir d'un élément que j'ai récupéré, que j'ai trouvé, que j'ai stocké, puisqu'en fait mon atelier est un peu comme une grande bibliothèque dans laquelle je stocke, j'organise énormément de résidus de bois, de métal, de plastique et de tissus, et que je collecte depuis des années. J'ai des containers dans lesquels aussi il y a pas mal de choses qui sont stockées. Donc l'idée est vraiment d'arriver de manière journalière, de tomber sur quelque chose qui va me parler. Et donc ça peut être un morceau de pierre, un morceau de bois, un morceau de plastique, et ça va me raconter une histoire, je le ramène à l'atelier, je le mets, je pose quelque part, je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. Et quand je suis en phase de création, généralement je travaille sur 3-4 pièces en même temps. Et l'idée, elle est vraiment de partir d'une forme et de manière très libre de travailler comme un collagiste en fait, de se dire ok, je vais coller ceci avec ceci, je crée des assemblages qui sont un peu curieux, je fais des boutures avec des objets qui n'ont pas normalement lieu de vivre ensemble et j'essaie de créer une émotion avec tout ça. Et donc ça tourne souvent autour de la chaise, autour du tabouret, autour du meuble, forcément parce que j'essaye de me détourner parfois de ça, mais dès que je veux faire un objet non fonctionnel, il finit toujours par avoir une fonction. Donc je suis vraiment attaché à ça. Et par exemple là, il y a toute une série de mobilier que je fais avec de l'asphalte. Donc c'est du macadam de rue. Donc je trouve des chantiers à Bruxelles local qui démontent des rues. Et donc l'idée c'est d'aller récupérer des plaques d'asphalte au moment du démontage avant qu'elles soient rebroyées. Et donc c'est un petit peu aussi une manière de venir stopper un peu cette course au renouvellement de ces routes sur lesquelles il y a un grand débat à se faire parce qu'on produit un macadam d'assez piètre qualité et qui après 3-4 ans doit de nouveau être changé. Donc il y a une espèce d'obsolescence dans la manière dont on réalise les choses et qui est un peu énervante. Donc moi j'essaie de choper des éléments de macadam avec lesquels je construis du mobilier. J'aime bien me projeter là-dedans et j'aime bien aussi réaliser ce genre de pièces qui sont à la fois étonnantes, qui perturbent, qui choquent. Les gens ont peur, ils disent non mais c'est lourd, c'est sale, etc. Alors c'est clair qu'on le nettoie, on l'isole, on le travaille et j'aime bien l'idée d'amener quelque chose d'assez radical et d'assez brutal dans un intérieur qui devient en fait à la fois une sculpture mais qu'on peut utiliser. Pour Maison Objet, le projet que je vais faire en fait rassemble quasiment toutes mes pratiques et toute la philosophie que j'ai envie d'apporter dans une réflexion sur l'hospitalité. Donc l'idée c'est à la fois de travailler avec des matériaux de réemploi, d'allier cette utilisation avec des studios qui produisent ou qui réalisent ou qui transforment ces matériaux et d'arriver à créer
une combinaison tous ensemble d'un lieu un peu particulier qui appelle à la réflexion en fait. Parce que le lieu va être extrêmement radical. On va construire quelque chose qui va interpeller, qui va être de l'ordre d'une sculpture à habiter. Donc l'idée c'est de travailler avec énormément de matérialités différentes, de faire les pilastres en terre crue, qu'on va construire avec Ground Studio, de faire les rideaux qui vont l'habiller avec Emma Cognier qui va faire un tissage de plastique de récupération. On va travailler avec Papier Boulette qui vont utiliser des cartons de récupération pour construire toute une fresque à l'intérieur. On va travailler avec du sel, avec Roxane Naidji qui va fabriquer du partie de mobilier en sel. On va créer des luminaires avec Pierre Codens qui sont basés sur des cartons récupérés, des éléments en bois récupérés. Il va forcément avoir des pièces de mobilier que je vais faire qui vont être en asphalte. On va travailler des tables aussi qui vont être réalisées avec Bento et Sonyan Wood qui vont en fait utiliser un champignon, un mycélium qui va pousser et qui va réaliser les plateaux. On va travailler avec plein de jeunes créateurs, jeunes designers qu'on va intégrer dans le projet de manière à avoir sur chaque élément un storytelling, une histoire, une personne et d'arriver à faire quelque chose de relativement fort, de relativement pas vu et qui va susciter beaucoup d'interrogations. Et l'idée aussi forte, c'est que chaque élément qu'on va introduire dans le projet, l'idée, c'est qu'elle ait une autre vie après. C'est-à-dire que tout ce qui va être intégré, on est en train de travailler là-dessus, de dire, OK, ces pieds-là, on va pouvoir ensuite les utiliser dans cette fondation du design, on va l'utiliser pour faire les colonnes de l'entrée. On va essayer de dispatcher l'ensemble des éléments avant la construction, de manière à ce qu'après, chaque objet qui a été créé aura sa vie quelque part. On a envie que ce moment éphémère, mais puisse aussi se diviser et continuer à percoler dans d'autres endroits et pour continuer en fait à avoir son rôle un peu didactique d'interpellation, de questionnement, de communication par rapport à chaque chose. Ça apporte une autre dimension simplement que le j'aime pas. Ça permet d'aller plus loin, ça permet de se poser une réflexion sur comment on habite, comment on consomme et comment on construit les choses. Et donc en fait le pavillon qu'on va créer là, il va rassembler un peu tous ces questionnements. Je ne sais pas si je suis vraiment légitime pour donner des conseils, vu que c'est assez particulier. Et surtout, je ne veux pas être présomptueux, mais je pense que, vu que moi, j'ai suivi mon chemin, qui était mon chemin extrêmement personnel, qui est autodidacte, qui a drivé ma vie et la manière dont je fonctionne, je pense que peut-être le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer de rester attentif et de surtout ne pas perdre foi entre la vision de base que chacun a pu avoir par rapport à un désir de créatif. Et je pense que souvent, cette première vision, elle est coupée très tôt par soit des professeurs qui vont vouloir imprimer leur marque de fabrique sur un élève en lui disant non mais ça c'est pas une bonne idée, tu dois suivre ce chemin-là parce que c'est ce chemin-là qu'on suit à l'école. Ça peut ensuite être drivé par ou des associés ou dans un bureau un patron ou quelqu'un qui va dire non, c'est pas comme ça que tu dois travailler, c'est comme ça. Donc souvent je pense que dans la vie on peut être contraint à suivre un chemin qui n'est pas spécialement celui qu'on avait envie de suivre au début quand on a eu une idée relativement fraîche et pure. J'ai le sentiment que c'est souvent la première idée qui est la bonne. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Donc, c'est souvent la première vision qui est la bonne. Il ne faut surtout pas essayer de la contraindre. Il y a 1000 raisons qu'on pourrait la contraindre. Le temps, c'est pas le moment, l'argent, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Il y a plein de choses qui peuvent venir mettre des barrières. Et je pense que l'idée, c'est vraiment ça, garder la fraîcheur de sa première idée et se battre pour, en fait. Comment mon travail va être perçu dans l'avenir. J'adore quand, par exemple, des gens viennent dans les projets que j'ai faits et on voit des messages, par exemple, nous envoie des mails sur le mail du bureau, sur l'Instagram, pour nous remercier d'avoir travaillé de cette manière-là, pour poser des questions. Donc moi j'aime bien partager ce qu'on a fait aussi, donc j'aime bien partager une référence, donner le nom d'un designer, partager la source de telle ou telle chose, parce que je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est qu'on travaille de cette manière-là, c'est pas simplement pour cacher ce qu'on fait, c'est pour justement le mettre en open source. On n'est plus dans un monde maintenant, je pense dans la création, dans mon type de création, où on doit absolument protéger, entre guillemets, son style, on doit protéger ce qu'on fait à tous les niveaux. Et c'est ça que je pense que j'aime le plus quand je fais des lieux publics par rapport à des lieux privés, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent le voir, il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés par le lieu et qui donc se posent des questions. Et donc on réfléchit beaucoup au mode de communication qu'on fait. Alors le compliment qui me fait le plus plaisir sur mon travail, je pense que quand des gens finalement se rendent compte de la liberté et valident cette liberté. Donc ça veut dire qu'on a pris des chemins de traverse qui ont plu ou pas plu,
parce que c'est possible. Mais en tout cas, les gens saluent cette liberté d'avoir pris ce chemin de traverse. Et donc je pense que c'est ça qui est important, parce que c'est ce qui vraiment drive ma réflexion chaque jour sur les projets, de se dire, on ne va pas choisir la facilité, on ne va pas choisir le confort. On mouille sa chemise à chaque fois qu'on travaille dans ce genre de projet parce que c'est intense. Et je pense que quand les gens saluent cette liberté, ben pour moi ça veut dire ça. Ça veut dire que justement, on a quelque part pris des risques. On peut dire qu'on a pris des risques, parce qu'on n'est pas non plus en train de sauver des vies, mais on a en tout cas essayé de transformer, d'apporter quelque chose de différent.